États-Unis peuvent désormais compter sur 85% de réduction réelle sur les licences d'exploitation du sous-sol ukrainien, en plus de la préemption. C'est-à-dire qu'ils peuvent préempter avec 85% de réduction toutes les licences du sous-sol ukrainien. Voilà, c'est ça cet accord. Et c'est rien que ces 85%, c'est 1000 milliards qui sont pris à l'Ukraine grâce à cette réduction qui est hallucinante. Il y a quelques jours, l'administration Trump a signé avec le gouvernement ukrainien son fameux accord sur les minéraux. Et cet accord représente un potentiel de 4000 milliards de dollars pour les États-Unis. C'est un pillage en règle qui est en train de s'organiser avec l'aval du gouvernement ukrainien. Chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume. Et aujourd'hui, nous allons voir comment on arrive à ce chiffre extraordinaire de 4000 milliards de dollars, répartis entre 1000 milliards pour le gouvernement et 3000 milliards pour l'industrie américaine. Bon, alors c'est bien plus en fait, mais nous nous limiterons à des estimations directes et conservatrices. Comme je viens de vous le dire, c'est un pillage en règle qui se prépare avec l'aval du gouvernement ukrainien. Si j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'est déjà un événement remarquable, mais cela dépasse les seuls intérêts américains et ukrainiens, car cet accord témoigne de la réalité actuelle de la Pax Americana. Le second mandat de Trump est martial et impitoyable, à l'inverse du premier, et de la manière dont les alliés des États-Unis sont traités. Et ce pillage qui est annoncé dépasse encore les seuls intérêts ukrainiens, car il nous rappelle que nous, Européens, dépensons à fonds perdus en Ukraine. Nous n'aurons pas même les miettes des États-Unis, nous ne le méritons d'ailleurs pas, et aucun de nos intérêts, français ou européens, ne seront protégés. Donc oui, ces 4000 milliards sont une estimation conservatrice que j'ai réalisée à partir des données du sous-sol ukrainien et des termes de l'accord qui sont connus pour la plupart et supposés à partir de fuites pour quelques-uns. Donc qu'on soit clair, ce ne sont pas les 300 ou 500 milliards d'aides militaires américaines passées qui ont été sorties de l'accord au grand soulagement de la partie ukrainienne qui changent quoi que ce soit. C'est même bien pire en fait. Une fois l'accord ratifié par son Parlement, a priori ce week-end, l'Ukraine paiera toute nouvelle aide américaine 2 fois son prix. Très franchement, il aurait mieux valu pour la paix et les vies des soldats ukrainiens, des Ukrainiens et des Russes que Zelensky accepte le premier accord qui reconnaissait l'aide américaine déjà versée et non future comme contribution au fonds. Alors les États-Unis auraient véritablement eu intérêt à la paix, alors que désormais, plus la guerre durera, plus le gouvernement américain et ses entreprises s'enrichiront. Mais bon, voilà, dans les médias, ce qui vous est présenté, c'est l'accord qui fait enrager les Russes, ça, je crois que c'était dans le Figaro, ou alors ce serait un accord équilibré, et puis David sans s'affronte, terrasse Goliath de ses petites mains de berger. Non, c'est pas ça. Hein. Dans un monde gorgé de fiction, de mensonges, il n'est pas étonnant que ces versions fassent le tour des télés et des médias. Encore une fois, le Figaro s'est copieusement avachi dans cette fange, sans envisager une seule seconde de regarder les termes précis de l'accord, sans mettre de chiffres derrière les mots, comme nous allons le faire dans cette vidéo. Nous disposons de 3 sources principales. Le texte officiel de l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine, un autre texte qui est beaucoup moins connu et qui a à peine été abordé dans les médias occidentaux, qui est une version fuitée au 30 mars dernier des statuts en commandite du fonds à proprement parler, le Limited Partnership Agreement, donc il y a un fonds incorporé dans le Delaware. Alors attention, cette version n'est pas définitive, c'est une version au 30 mars, mais elle nous permet de voir les évolutions de l'accord et la manière dont le fonds est conçu dans le détail et en termes de gouvernance. Ça, c'est la deuxième source, très importante. Et troisième source, évidemment, les déclarations respectives des gouvernements ukrainiens et américains. Et donc nous verrons dans cette vidéo comment les États-Unis sont déjà assurés de recouper près de 2 fois toute l'aide qu'ils enverront désormais en Ukraine dans le cadre total de l'effort de guerre et que cela représente plus de 4000 milliards de dollars potentiels.
On va voir aussi 7 autres raisons qui font que cet accord est outrageusement favorable aux États-Unis. Et nous terminerons enfin sur l'Europe, nous dindons de la farce de cette affaire, espèce d'associé fantôme de cet accord qui en paiera le prix sans récolter le moindre fruit. On se fait couillonner. Il n'y a pas d'autre mot. Et bon, commençons et regardons un petit peu. L'Ukraine a un sous-sol particulièrement riche, et en particulier dans le Donbass. Il y a beaucoup d'estimations différentes sur les richesses du sous-sol ukrainien. Évidemment, ça varie. Elles sont assez anciennes, ça date beaucoup de l'époque soviétique, mais on estime de manière conservatrice l'ensemble des richesses du sous-sol ukrainien à 25 000 milliards de dollars, à peu près également répartis entre les zones occupées par les Russes et les territoires sous contrôle ukrainien. Donc il y a à peu près 12 500 milliards sous contrôle ukrainien, 12 500 milliards sous contrôle russe. C'est à la louche, hein, on n'est pas à 1000 milliards près. Selon les termes officiels de l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine, toute licence d'exploitation du sous-sol concernant l'un des 57 minéraux critiques doit d'abord être présentée selon les mêmes termes à ce nouveau fonds qui peut donc se retrouver à gérer l'intégralité des nouvelles mises en exploitation du sous-sol ukrainien. C'est un droit de préemption. Et ce droit de préemption est fait dans des conditions tellement avantageuses pour ce fonds, comme vous allez le voir, que les États-Unis auraient tort de s'en priver, et c'est un véritable monopole qui est de fait offert à l'administration de Trump et aux États-Unis. Ensuite, il y a cette liste des 57 minéraux critiques, mais cette liste est établie unilatéralement par les États-Unis. Donc s'ils ont une autre matière qui les intéresse, ils peuvent la rajouter quand ils veulent. Donc c'est bien l'intégralité du sous-sol qui est comprise. Et puis, l'accord ne se limite pas qu'au sous-sol, il comporte également les infrastructures critiques pour son exploitation, usines de traitement et raffinage, chemins de fer, routes, ports, aéroports, centrales thermiques et électriques, zones de transit. Vous avez encore, sans doute, 1000 à 2000 milliards d'infrastructures au-dessus de la Terre pour s'occuper de tout ça. Mais bon, on gardera une estimation conservatrice d'un périmètre à 12 000 milliards de dollars sur l'ensemble de cet accord. Et sur ces 12 000 milliards, on peut estimer que les États-Unis récupéreront au moins 4 000 milliards de bénéfices. 4 000 milliards de bénéfices en plus des emplois, de l'activité économique générée par les industries américaines, de l'armement, de l'énergie, de l'extraction, du raffinage, des infrastructures. On parle de bénéfices. Et cela est rendu possible par un cercle vicieux qui est prévu par cet accord, une espèce de boucle de rétroaction, on dirait en informatique, qui fait que les chiffres officiels ne reflètent en fait absolument pas la réalité. Donc on va regarder un petit peu le détail de ce fonds dit de reconstruction qui est abondé de deux manières principales. Tout d'abord, le gouvernement ukrainien apporte 50% de tous les nouveaux revenus tirés de son sous-sol, c'est-à-dire essentiellement les licences d'exploitation, sans limite de montant ou de temps. Or, nous venons de voir que ces licences devraient être accordées en priorité et même en quasi-exclusivité au fonds lui-même. Vous voyez où il est ce cercle vicieux qui est totalement ruineux pour l'Ukraine, cette boucle de rétroaction. À chaque fois que le fonds verse quelque chose à l'Ukraine, l'Ukraine en reverse la moitié immédiatement au fonds. Pour les États-Unis, en revanche, c'est l'inverse. Toute aide militaire future compte comme participation au fonds, à laquelle il faudra sans doute ajouter des liquidités d'amorçage avant que les premiers revenus soient reversés par l'Ukraine. Mais donc les États-Unis ne vont probablement pas verser énormément d'argent, de liquide dans ce fonds. Mais bon, on a là les trois éléments essentiels de l'accord. Vous avez un droit de préemption sur 12 000 milliards de richesses ukrainiennes. Vous avez un reversement de 50% des revenus de son sous-sol dans le fonds par le gouvernement ukrainien, y compris et en particulier ceux qu'il tire du fonds, ce qui veut dire qu'ils ne vont absolument pas récolter la moitié des bénéfices du fonds, et vous avez le décomptage de l'aide militaire américaine comme apport au fonds. Et avec ces règles de base, on arrive dans ce moment où les États-Unis peuvent désormais compter sur 85% de réduction réelle sur les licences d'exploitation du sous-sol ukrainien, en plus de la préemption. C'est-à-dire qu'ils peuvent préempter, avec 85% de réduction, toutes les licences du sous-sol ukrainien. Voilà, c'est ça cet accord.
Et c'est rien que ces 85%, c'est 1000 milliards qui sont pris à l'Ukraine grâce à cette réduction qui est hallucinante. Prenons un exemple. Si l'Ukraine veut accorder un droit d'exploitation, mettons à 100 millions de dollars, à une société ukrainienne ou européenne, selon les termes de l'accord, elle doit d'abord le proposer au nouveau fonds ukraino-américain au même prix. Et évidemment, le fonds a intérêt à préempter et va le faire. Le fonds débourse 100 millions d'euros auprès du gouvernement ukrainien pour cette licence. Faisons simple, et mettons que les États-Unis ont mis 50 millions dans le fonds et l'Ukraine 50 également, parts égales. On vient de le dire, le gouvernement ukrainien s'est engagé à reverser la moitié de tous ses revenus liés aux matières premières et infrastructures critiques au fonds, y compris les licences prises par le fonds. J'ai vérifié 3 fois. Et il vaut mieux, puisque cet accord est monopolistique. C'est-à-dire que s'ils ne reversent pas, ils ne vont rien reverser du tout s'ils ne reversent pas les apports du fonds. Donc, le fonds verse 100 millions à l'Ukraine, la Ukraine reverse immédiatement 50 millions. Bien sûr, au début, ces 50 millions vont être réinvestis dans d'autres projets qui porteront à nouveau du fruit. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ils reviendront sous forme de dividendes. Évidemment, les parts de chacun dépendront des apports de chacun. M'est avis que les États-Unis seront bien au-delà de 50%, vu l'intérêt qu'ils y ont, mais prenons une hypothèse conservatrice et disons que le fonds distribue à parts égales ces 50 millions de dollars qui sont redistribués. Les États-Unis reçoivent 25 millions de dividendes, l'Ukraine reçoit 25 millions. Le cercle vicieux s'est engagé, le gouvernement ukrainien doit à nouveau reverser 50% de ses revenus miniers au fonds, donc, sur ces 25 millions, 12,5 millions reviennent une nouvelle fois directement au fonds. Ces 12,5 millions pourront eux aussi être réinvestis, mais ils finiront immanquablement par revenir sous forme de dividendes, 6 millions un quart pour les États-Unis, 6 millions un quart pour l'Ukraine, et ainsi de suite par une implacable loi des séries. Encore une fois, c'est une boucle de rétroaction. Et par ce mécanisme, les États-Unis se voient reverser 33 millions de dollars en dividendes à terme pour 50 millions initialement investis, avant même de prendre en compte la production minière effective et les richesses extraites. Là, on parle juste de quelque chose de neutre. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie que les 100 millions de licences d'exploitation reviennent finalement à 50 moins 33 millions, 12 millions de dollars aux Américains, soit une réduction de 85% sur les licences et différents droits miniers que le fonds pourra prendre. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pour les Américains, c'est pas pour les Ukrainiens. Et ça, généralement, si vous avez une licence d'exploitation d'un sous-sol, c'est estimé à 10% de la valeur extraite. Donc, vous avez 85% de 1200 milliards de licences sur les richesses ukrainiennes. Vous avez 1000 milliards de dollars potentiels pour le gouvernement des États-Unis. Vous avez une première réduction de 1000 milliards de dollars. C'est quelque chose d'hallucinant, parce qu'on devrait partir du principe que la totalité devrait revenir au gouvernement ukrainien. C'est déjà extraordinaire de pouvoir avoir un droit de préemption sur tous les nouveaux projets. Là, ils ont en plus une réduction outrageuse. Mais c'est pas tout. Ce nouveau fonds permet également aux États-Unis de faire plus de 88% de bénéfices sur toute la nouvelle aide militaire qu'ils vont envoyer à l'Ukraine. Parce que, là, ce que je viens de vous dire n'est pas tout à fait exact. Le mécanisme que je vous ai décrit, qui permet aux États-Unis de payer 12 millions de licences à 100 millions, c'est en temps de paix. Tant que dure la guerre, l'apport des États-Unis est en nature. C'est l'aide militaire qui compte comme participation au fonds. Et là, c'est là où ça vaut le coup d'aller les détails. Dans les statuts de la commandite que j'ai étudiés, donc le fonds à proprement parler, il y a différentes classes d'actions. Et en particulier, une classe A préférentielle pour les États-Unis qui leur assure d'être remboursés de la totalité de leur apport militaire avant que l'Ukraine touche le moindre dividende. C'est-à-dire que non seulement vous avez un droit de préemption, mais vous avez une priorité pour le remboursement de cette aide militaire. Donc je vous rappelle, ces statuts sont une version intermédiaire qui date du 30 mars. Nous n'avons pas les statuts définitifs. Mais cette mesure me semble un bon compromis pour les Ukrainiens qui ne voulaient pas avoir à payer leur aide passée. Je fais donc le choix de la tenir pour acquise à ce stade. Et donc, ça signifie que chaque nouveau dollar dépensé par les États-Unis en aide militaire leur sera remboursé par le fonds prioritairement. Or,
cette aide est à 90% en nature, selon les estimations du CSIS. Cela signifie que les États-Unis touchent des taxes, des impôts pour tout matériel produit sur son territoire. Nous estimons, toujours de manière conservatrice, que 15% de l'aide américaine en nature revient directement en impôts et taxes, soit 15% de 90%, 13,5%. Désolé pour les calculs. Il n'y a pas que le gouvernement, on peut ajouter une marge nette, là aussi très conservatrice, de 10% pour l'industrie de l'armement, qui correspond à un standard, encore une fois, ultra conservateur. Donc, 10% fois 90%, 9%. Cela signifie que si les États-Unis apportent 50 millions d'aides à l'Ukraine, d'aide militaire, vous avez 6,75 millions qui reviennent en taxes, 4,5 millions en bénéfices nets pour l'industrie, 50 millions en remboursement par le fonds, mais également 33 millions en dividendes par les versements du partenaire ukrainien que nous venons d'étudier avant d'arriver sur cette partie. Donc ça veut dire que pour 50 millions d'aides, les États-Unis vont finir par recouper 6,75 millions, 4,5 millions, 50 millions, 33 millions, ça fait 94,25 millions, soit 88,5% de bénéfices sur leur aide. Vous voyez à quel point cet accord est vicieux et va en guerre. Plus la guerre dure et plus les États-Unis dépensent, plus ils s'enrichissent. Mais ça, c'est encore que le début. Parce que maintenant, il faut aller regarder les richesses d'exploitation des ressources par les groupes américains. Et là, on a 3 000 milliards pour l'industrie américaine. Parce que, évidemment, ce nouveau fonds ne va pas exploiter directement les licences qu'il va acquérir auprès du gouvernement ukrainien. Le fonds va sélectionner les partenaires et prestataires industriels qui exploiteront effectivement les gisements. Vu la gouvernance du fonds, que l'on va voir dans un instant, vous pouvez être sûr que ce sont des groupes américains et amis qui recevront la part du lion, sinon la totalité des contrats d'exploitation. Il y aura sûrement quelques miettes pour les oligarques ukrainiens qui livrent les ressources du pays au pillage, mais ce ne sera pas l'essentiel. Bon, on va regarder les taux de marge de l'industrie minière, très variable, mais on peut l'estimer, encore et toujours de manière très conservatrice, à 15% net sur le temps long. On va regarder ça. Mais c'est pas tout à fait fini, parce que vous avez 15% de marge nette, mais l'accord entre les deux pays prévoit également une exemption totale de taxes, c'est-à-dire 15% pour une société étrangère en droit ukrainien. On peut donc envisager un taux de marge de 30%, puisque vous n'avez aucun impôt à payer sur les revenus des sociétés exploitantes. Nous nous limiterons à 25%, toujours par prudence et par conservatisme. 12 000 milliards de richesse potentielle fois 25%, 3 000 milliards de dollars de richesse potentielle de bénéfices. Là, on parle du bénéfice sur l'exploitation des ressources. Ça ne se fera pas en un an. On parle là de dizaines d'années, on parle de quelque chose sur 25 ans. Non seulement ces chiffres sont conservateurs, mais qu'on soit bien clair, on ne prend pas en compte l'aspect stratégique de ces ressources, sans lesquelles l'industrie technologique américaine risquerait de s'effondrer, tout comme celle des batteries et des véhicules électriques, ou même l'industrie de la défense qui consomme énormément de terres rares lourdes, qui aujourd'hui sont le monopole de la Chine. Donc dans la guerre qui vient, c'est absolument stratégique au-delà des milliers de dollars dont je vous parle. C'est vous dire si l'enjeu est grand et le pillage complet. Donc là, on a le tour des chiffres. Maintenant, je vous l'ai dit, on va aller voir 7 clauses qui font que cet accord est outrageusement en faveur des États-Unis. Parce que, donc, évidemment, il devrait y avoir un gros caillou dans mon analyse. C'est que, officiellement, l'accord est présenté comme entre égaux. Et l'Ukraine devrait recueillir les fruits du fonds, choisir les entreprises exploitantes à égalité avec les États-Unis. C'est déjà vachement bien pour les États-Unis. Encore une fois, on parle de 12 000 milliards de richesses. Et on a déjà vu que le mécanisme, ce cercle vicieux de rétroaction qui fait que l'Ukraine reverse systématiquement la moitié de ce qu'elle gagne, y compris sur les revenus du fonds, c'est un cercle qui limite en fait au tiers
sa part des dividendes effectifs. Donc déjà, si vous voulez, on n'est pas entre égaux. Vous avez de toute manière les 2 tiers pour les États-Unis et 1 tiers pour l'Ukraine. Et encore, les États-Unis, c'est en nature. Donc, on a quelque chose qui est outrageusement en faveur des États-Unis en termes de versement, mais c'est pareil sur la gouvernance. Et ça, on essaie de vous avoir en vous disant que le fonds est dirigé par 6 membres, c'est par un comité de direction à 6 membres, également répartis entre l'Ukraine et les États-Unis. Sauf que dans les statuts du fonds qui ont fuité, les Américains prévoyaient initialement 5 membres, 3 Américains et 2 Ukrainiens. Donc on peut se dire, chouette, les Ukrainiens ont eu une victoire, ils ont réussi à avoir un membre de plus, ils ont eu l'égalité. Mais sauf que la gouvernance n'est pas davantage équilibrée parce que vous avez un 6e directeur. Et ça, il y a 3 raisons essentielles pour ça. Donc je vous l'ai dit, le fonds est une commandite un limited partnership, qui est incorporée dans l'État américain du Delaware. C'est un fonds américain. Donc en cas de conflit entre les partenaires égaux, ce sont des tribunaux américains qui trancheront. Cette information, donc, elle vient des statuts qui ont fuité, a été confirmée il y a 2 jours par un député ukrainien. Donc là, on est sûr, vous êtes sur une société dans un paradis fiscal américain dans le Delaware. Autre chose, dans une commandite, le pouvoir se concentre plutôt dans les mains de l'associé commanditaire, managing partner, plutôt que le comité de direction. Or, dans les statuts disponibles, ce sont les États-Unis qui choisissent un associé commanditaire au pouvoir extrêmement étendu. Donc, là aussi, c'est les États-Unis qui décident, qui choisissent. Enfin, les statuts du 30 mars prévoient une golden share pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'en cas de conflit entre les 2 partenaires, ce sont les États-Unis qui emportent la décision grâce à cette golden share qui fait pencher la balance en leur faveur. Alors, évidemment, avant même de regarder dans les statuts, la perspective d'un accord entre égaux semblait risible. Elle est évidemment confirmée par l'accord officiel, les détails donnés par les 2 gouvernements, et encore plus par le projet de statut du fonds qui est arrivé jusqu'à nous. Donc on a déjà ces 3 clauses qui font que l'accord est très en faveur des États-Unis. Il y en a 4 autres qui complètent ce déséquilibre en faveur des États-Unis, encore une fois de manière outrageuse. Premièrement, les termes essentiels de l'accord ne seront pas présentés au Parlement ukrainien. En effet, le Parlement ukrainien doit ratifier l'accord cadre entre les 2 gouvernements, mais pas les statuts de la commandite qui règlent la gouvernance et les aspects essentiels du fonctionnement du fonds. Donc on vous dit que c'est ratifié par le Parlement ukrainien. Non, l'essentiel n'est absolument pas ratifié, et encore une fois, si une version n'avait pas fuité, on n'aurait rien. Et il y aura probablement rien d'autre qui sera divulgué. Autre chose, l'accord est en dollars. C'est l'Ukraine qui supporte tout le risque de change et n'a absolument aucune marge de manœuvre monétaire. Troisièmement, les États-Unis décident unilatéralement de la liste des minéraux stratégiques. On en a déjà parlé. S'ils veulent en ajouter de nouveaux, ils n'ont pas à consulter leurs partenaires ukrainiens. Ils font ce qu'ils veulent. Quatrièmement, très important, l'Ukraine ne peut pas rompre l'accord qui n'a aucune limite dans le temps ou les montants. L'Ukraine est bien dans la main des États-Unis à hauteur de 4 000 milliards de dollars, sinon plus. Il n'y a véritablement rien d'équilibré pour l'Ukraine qui se fait dépecer, plus outrageusement encore que l'Irak, qui devrait pourtant nous servir d'exemple. Et le pire dans tout ça, c'est que l'Europe, nous, je ne parle même pas de la France, sommes le dindon de la farce de cette histoire. Parce que cet accord, au départ, c'était nous qui devions le signer. Avant 2022, c'était nous qui avions entamé un partenariat avec l'Ukraine pour l'exploitation de son formidable sous-sol. Nous devrions être vent debout contre cet accord qui escamote tout le travail précédent et les engagements ukrainiens en notre faveur. Mais force est de constater que nous n'avons plus aucune, mais vraiment plus aucune autonomie, qu'elle soit diplomatique ou stratégique. Le simple fait que aucun dirigeant européen à Bruxelles ou dans les grandes capitales se soit levé contre cet accord est le signe de notre déchéance diplomatique. Et le pire, c'est que les premiers à en souffrir, ce sont les Ukrainiens, qui n'ont pas pu s'appuyer sur nous pour négocier un meilleur accord. Normalement, on aurait dû être du côté des Ukrainiens pour les aider à négocier face aux États-Unis. Sauf que les États-Unis nous tiennent de la même matière qu'ils tiennent les Ukrainiens. Nous n'avons plus d'autonomie diplomatique. Et évidemment, nous sommes les seconds à en souffrir. Nous avons déjà perdu la grande course
aux ressources du XXIe siècle, là, c'est déjà perdu. L'industrie européenne, qui était fragilisée par les prix de l'énergie, va être achevée par son incapacité à accéder aux ressources stratégiques du XXIe siècle. Point, barre, à la ligne. Merci les Allemands, au revoir. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'on a là un magnifique exemple d'absence totale de souveraineté européenne. C'est même tout l'inverse. On mange dans la main des États-Unis et tant que nous ne relèverons pas la tête pour ramasser le gant, il n'y aura aucun répit à notre déchéance. Il n'y a rien à attendre de Bruxelles. De la même manière que les États-Unis s'appuient sur les oligarques ukrainiens pour dépecer le pays, ils s'appuient sur Bruxelles et Paris pour s'occuper de nous. Alors, je suis désolé que cette vidéo ait été un peu longue. Elle m'apparaît nécessaire pour documenter la réalité du partenariat américain d'un côté et de notre déchéance bruxelloise et parisienne de l'autre qui n'y trouve rien à redire. Nous n'avons rien à attendre de ces gens-là, c'est à nous de relever la tête, de travailler maison par maison, un quartier après l'autre, de ville en ville, si ce n'est pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants, car relever la tête d'une telle situation, ça risque de prendre quelques décennies. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, partagez-la, commentez-la, regardez, je vous mets les sources en description, c'est très important, étudiez ça, et puis je vous dis à votre bonne fortune.